Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on est sur Radio Quetch, sur le 89.1 de la FM, où vous pouvez nous retrouver également sur Internet. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mars, il est 19h. À Mulhouse, côté météo, on constate un ciel plutôt nuageux, mais avec une température des plus agréables. Vous écoutez Campus Mag, une émission réalisée à 100% par des étudiants, avec des interviews, des chroniques, le tout ponctué de musique choisie par nos soins. Je me prénomme Théophile, étudiant en licence de sciences politiques, et j'ai le plaisir de co-animer ce soir l'émission avec le magnifique, le splendide Elijah. Salut Elijah. Merci mon beau Théophile. Et oui, bonsoir à tous. Et cette semaine, nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes rejoints par Raphaël. Bonsoir. Qui travaille à Tribule, une librairie spécialisée dans la BD à Mulhouse. Très exactement, t'aurais pas pu faire mieux. Eh bien, ce soir, je crois, Elijah, on a un très très beau programme, n'est-ce pas? Placé justement sous le signe des bulles, même si on parle pas de plongée. Non, on ne parle pas de plongée, on parle de bulles de bande dessinée. Et plus particulièrement de manga. Alors le manga qui est bande dessinée japonaise, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Et ça représente un sacré marché puisque c'est 40 millions de ventes l'année dernière, soit plus de la moitié des ventes de BD. Là où les BD de genre font 16 millions et les comics un peu moins de 4 millions. Et donc cette semaine, nous aurons le plaisir d'avoir plusieurs chroniques sur les mangas Kingdom, Berserk et L'Attaque des Titans, ainsi qu'une interview du coup de Raphaël, que Théophile aura le grand honneur d'interroger sur le métier de libraire. Et nous finirons certainement avec un débat sur les adaptations de comics et de mangas au cinéma. Un beau programme en somme. Mais déjà, avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler que le manga s'est popularisé en France dans les années 80 grâce au Club Dorothée. En effet, le prix de l'animation était tellement élevé que les chaînes et les gérants ont acheté des kilomètres d'animés nippons afin de remplir les cases. Les mangas dont ont été tirés les animés ont ensuite été très popularisés, ce qui explique aujourd'hui la très grande popularité du manga en France et ce qui fait qu'on est le deuxième pays consommateur de manga au monde, devant les États-Unis et juste derrière le Japon. Comme je l'ai dit, c'est un programme qui promet, donc restez bien avec nous. Mais pour commencer, je vais vous faire une petite chronique sur un manga que j'aime énormément, Kingdom. Alors, si aujourd'hui j'ai essayé de vous en parler, c'est parce que je trouve que c'est un manga qui est absolument extraordinaire et qui, pour nous, jeunes étudiants en sciences politiques que nous sommes pour la plupart, et même ceux en histoire, eh bien, c'est un manga qui peut nous être très intéressant et très utile. Alors, déjà, Kingdom, c'est un manga de Yasuhisa Hara. C'est un manga catégorisé seinen, donc plus pour les pas jeunes adolescents, mais plutôt jeunes adultes, voilà. Et qui a commencé sa publication en 2006, et il est toujours en cours actuellement. La version française est éditée depuis 2018 par Meian, avec un système d'abonnement assez spécial, on en reparlera après, mais qu'on peut aussi retrouver dans toutes les bonnes librairies. Tribule en fait partie. Merci. La version, donc comme je disais, c'est édité par Meian, et on essaiera rapidement à la fin de parler de pourquoi est-ce que l'édition française a mis aussi longtemps de temps à arriver en France. Et donc rapidement, le résumé de Kingdom, qu'est-ce que c'est? Ça parle de la Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et plus particulièrement de l'état de Qin. La Chine, à cette époque-là, c'est le bordel, en gros. Tout c'est divisé en plusieurs états qui se font la guerre et tout. C'est compliqué. Et dans un de ces états, l'état de Qin, il y a deux orphelins, Yu et Shin, qui ont un rêve, comme dirait l'autre. J'ai un rêve, et c'est celui de devenir des grands généraux sous les cieux. Le problème, en fait, c'est que Yu va être embauché pour travailler au château parce qu'il ressemble beaucoup au roi et qu'il va mourir. Ainsi, Shin va devenir une aide du roi et va petit à petit s'élever dans la hiérarchie militaire et sociétale de l'état de Qin afin d'accomplir cet objectif de devenir un grand général sous les cieux. Alors, Kingdom, c'est un manga qui parle de la conquête militaire et de la politique, d'où le fait que je pense que c'est intéressant pour nous, étudiants en sciences politiques. Le grand point fort du manga, selon moi, ce sont ses personnages, qui sont tous différents les uns des autres. Ils ont des rêves, des objectifs, des tempéraments différents, ce qui fait qu'à aucun moment on a l'impression d'avoir un personnage qui fait doublon avec un autre. Je pense par exemple en grande partie aux généraux, ces figures quasiment mythologiques, impressionnantes, qui quand ils donnent un seul coup font des dizaines de morts chez le camp adverse.
chaque général a sa façon de se battre. Ça me fait un peu penser à un jeu de combat en fait où chaque personnage a ses coups. Et ben là, chaque personnage est caractérisé par sa façon dont il mène son armée, dont il tente de détruire l'adversaire. C'est un manga aussi on est justement très impliqué avec ces personnages parce que on sait qu'ils ne sont pas immortels, à l'instar d'un Berserk dont on parlera tout à l'heure. Vous pouvez avoir un personnage que vous adorez, c'est pas dit qu'au chapitre d'après il se fasse détruire d'un coup de lance. Donc justement ça vous rend très impacté par justement la mort des persos, et c'est un défaut que je retrouve dans certains mangas actuels. Je pense notamment à One Piece qui a du mal à faire mourir ses persos, ce qui fait que des fois vous vous dites ouais bon c'est bon, il lui arrivera rien. Et justement, pour en revenir au côté très sanglant de Kingdom, c'est que ce sont des batailles à plus de 100 000 personnes. Donc, vous avez littéralement des affrontements titanesques. Je crois qu'il y a un souci là, on s'entend plus. Non, tout va très bien de mon côté. Donc, Moi j'entends. Non. il y a un petit problème avec le casque de Lija, ce n'est pas grave, ça arrive. Donc, comme je le disais, on a des combats absolument titanesques avec des armées de plus de 100 000 personnes. Et justement, le dessin de Yasuhisa Hara nous aide à parfaitement comprendre toutes les situations. C'est absolument magnifique. Il y a des détails, c'est assez incroyable. Je vous conseille de taper sur Internet tout de suite là, Kingdom Best Panel. Vous allez voir des planches absolument magnifiques. Et justement, je trouve que l'anime ne rend absolument pas hommage au manga. Les 2 premières saisons sont absolument immondes. C'est sur Netflix, mais n'allez pas voir ça, c'est horrible. Les dernières sont passables, mais pas extraordinaires. Et pour conclure, un petit point négatif, je dirais que même si le dessin est très lisible, on a parfois du mal à prendre en compte toutes les informations, surtout au début, parce que on n'a pas l'habitude de voir ça dans les mangas aujourd'hui. Et justement, on a aussi un grand aspect politique sur Kingdom, parce qu'il y a aussi des guerres internes pour le pouvoir, pour prendre le pouvoir dans l'État, des affrontements entre factions, enfin bref, c'est très très intéressant. Et il y a aussi des alliances avec d'autres États. Enfin bref, Kingdom, c'est un manga que je trouve absolument génial, absolument passionnant. Et justement, Raphaël, vous avez justement des tomes de Kingdom à la librairie Tribule. Est-ce que vous avez vous-même lu Kingdom ? Moi j'ai lu juste le tome 1. Je trouve que c'est une série qui est effectivement absolument passionnante, qui est très très bien faite. Mais comme tu le soulignes, là pour le moment il y a 63 tomes. Ouais. Or, avec tout ce qui paraît en France aujourd'hui, je parle pas qu'en termes de manga, mais en termes de bande dessinée d'une manière générale, il faudrait 10 vies si je voulais avoir le temps de m'y mettre. Mais un jour, peut-être, avec un autre confinement ou quoi que ce soit, je m'y reposerai. Mais c'est une série, effectivement, qui a marqué les esprits et à juste titre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un manga qui a une publication assez tardive en France, peut-être notamment dû à ce grand nombre de tomes, ce qui fait que beaucoup d'éditeurs étaient assez frileux pour s'y mettre. Ouais, Kingdom, c'est un manga qui est publié par les éditions Meian, qui sont des éditions qui ont un système de publication assez à part dans le milieu de la chaîne du livre. Je ne vais pas vous faire toute une explication de la chaîne du livre, il y en a pour 10 minutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait le choix d'éditer les mangas 4 à 4 pour pouvoir rattraper le rythme de parution japonaise. Comme lui, c'était un pari assez risqué parce qu'il y avait déjà énormément de tomes publiés au Japon et aucun éditeur osait se lancer dans la publication. Donc eux, ils ont un peu posé leur boule sur la table, pour le dire de manière vulgaire, mais ils se sont dit, ok, on y va, on fait ce pari de l'éditer, et pour le coup, banco, ça a marché, et ils ont pu continuer à lancer la série de cette manière. Et on est bien content qu'il l'ait fait, parce que j'ai également lu Kingdom, et c'est vrai que c'est vraiment génial, et je le recommande fortement. Et maintenant, qui est entré dans ce studio ? Mais c'est Jules. Et Jules, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une œuvre qui m'a profondément marqué, Berserk, écrit et réalisé par Kentaro Miura. Cela fait déjà plusieurs mois que j'ai fini Berserk, et après une telle lecture, mes premières impressions, frustration, peine, douleur. Sentiment partagé avec la satisfaction d'avoir lu un chef-d'œuvre maîtrisé qui m'en a fait sortir grandi. Cette chronique, c'est aussi une manière pour moi de digérer l'œuvre. Je ne vais pas spoiler pour ne pas gâcher le plaisir entre guillemets. Ma chronique est une invitation pour celles et ceux qui se sentent prêts à entrer dans le monde de Berserk. Pour résumer à la manière d'un synopsis, le manga se déroule dans un monde médiéval. C'est un mélange entre Moyen-Âge et Renaissance. On suit la vie d'un guerrier solitaire, Guts, mercenaire au passé sombre, qui verra sa vie changer après sa rencontre avec la Brigade des Faucons, menée par le charismatique et énigmatique Griffith. Le manga est construit d'une manière assez particulière. Les premiers tomes nous présentent un Guts adulte, sombre, dans un monde fantastique. L'auteur va ensuite plonger le lecteur dans l'un des plus grands flashbacks de l'histoire des mangas. C'est l'âge d'or, qui raconte la jeunesse de Guts et sa rencontre avec la troupe de Griffith.
C'est cet arc qui a fait exploser la renommée de l'œuvre. C'est d'ailleurs l'arc qui a le plus été adapté, en commençant par l'adaptation d'animé de 1997, puis les 3 films sortis à partir de 2015. Pas étonnant, quand on sait à quel point ce flashback est l'arc qui donne une grande partie du charme au manga. En effet, l'œuvre nous présente dans ses premiers tomes un guerrier sombre qui erre dans un monde fantastique en quête de vengeance. Le personnage est au premier abord assez générique, mais l'âge d'or, ce flashback va donner une profondeur et un background touchant au personnage. Guts, derrière sa carapace, son image de guerrier solitaire cache en réalité un personnage sensible, tourmenté par la vie. Le manga repose sur un thème que tous les lecteurs de Berserk ont ressenti, le désespoir. Sans spoiler, l'âge d'or raconte l'ascension de la brigade des Faucons au sein du royaume Midland, mené par Griffith. Guts, à travers la brigade, va y trouver une famille et créer un lien fort avec son meneur, Griffith, une relation libre à de multitudes d'interprétations. Un des points forts du manga, c'est la relation entre les personnages, notamment celle entre Guts, Casca et Griffith, qui forment une sorte de trio dont les relations vont évoluer tout au long de l'arc et du manga. Casca est une guerrière, c'est un personnage central du manga. Kentaro Miura a pris un soin particulier à la développer pour ne pas la réduire à la simple femme de la troupe. Elle a un vrai caractère et est portée par des motivations qui vont s'avérer au fil de l'œuvre opposées et qui vont par la suite la tirailler, rendant son personnage au fil de nos interprétations d'autant plus intéressante. En somme, cet arc, ce flashback, donne au manga une patte unique. J'ai rarement été autant touché par des personnages et leur destin. Résultat d'une œuvre maîtrisée dans son écriture. Avec une histoire et des personnages sublimés par une maîtrise du dessin, nous délivre... avec une histoire et des personnages sublimés par une maîtrise du dessin. En effet, dans de nombreux passages, on nous délivre des planches d'une complexité et d'une beauté forte. Cependant, il faut préciser que se lancer dans l'aventure Berserk ne vous laissera pas indemne, à moins de plus être capable de ressentir la moindre des émotions. En effet, outre l'histoire qui se rapproche presque de la tragédie à certains égards, le manga est parsemé de scènes parfois très dures, qui suscitent des émotions rarement exploitées dans d'autres œuvres littéraires, comme cinématographiques. Quelque part, personne n'est vraiment prêt pour ce qu'il va lire et voir dans Berserk. Les connaisseurs se rappelleront du dernier chapitre de l'Arc d'Or, qui conclut le flashback de Guts et qui nous conscientise sur ce qu'il a vécu et pourquoi il est arrivé à cet état. Les lecteurs, nous savons à quel point ce moment est marquant. Pour conclure, Berserk est une œuvre de très bonne qualité, qui ne vous laissera pas de marbre. Vous y retrouverez une histoire d'aventure avec des scènes d'action, de contemplation, plus que bien réalisées. Une histoire touchante par ses personnages, tous très bien écrits et surtout profondément humains. Mais alors, comment lire ou regarder Berserk ? Si vous n'êtes pas très manga, il existe plusieurs adaptations qui adaptent une partie d'animé. Mais laquelle regarder et dans quel ordre ? Pour vous initier au manga, je vous conseille l'adaptation de 1997 qui relate l'âge d'or. C'est mon adaptation préférée. Vous pouvez d'ailleurs ignorer le premier épisode qui est un peu hors série et qui spoil un peu. L'avantage de cette adaptation, c'est que malgré une animation qui a vieilli, elle possède un charme certain. Notamment grâce à une bonne fidélité avec le manga qui laisse l'histoire prendre son temps avec beaucoup de dialogues. Dialogues qui permettent de laisser les personnages construire, nouer des relations et les rendre pour nous, spectateurs, d'autant plus attachants. Cependant, cette œuvre s'arrête à la fin de l'âge d'or sur une fin difficile. De plus, cette adaptation n'est pas parfaite, puisqu'elle supprime un personnage super important pour la suite. C'est pour cette raison qu'elle connaîtra aucune suite, puisque impossible sans ce fameux personnage. Alors, vous pouvez regarder les 3 films sortis en 2015, qui relatent aussi l'âge d'or. Cette fois, le fameux personnage y est intégré, la série est bonne, elle est plutôt bien rythmée, et l'animation est meilleure. Mais elle va beaucoup plus vite, et on perd une partie de la saveur des dialogues écrits par Kentaro Miura, et donc de la sincérité des relations entre les personnages. Les films s'arrêtent un peu après la série de 97, et vous pouvez ensuite soit reprendre par le manga si vous avez accroché, ce que je vous recommande grandement, soit regarder les 2 saisons qui racontent la suite. Elles sont assez fidèles au manga. Cependant, bien que la première saison soit correcte, la saison 2 est vraiment super moche. Le mieux, ça reste de lire le manga. Mais si vous voulez commencer par l'animé, je vous recommande donc de commencer par l'animé de 97, puis de regarder les 3 films qui vous racontent globalement la même chose, mais qui vous permettent ensuite de reprendre sur le manga. Voilà, c'est un peu compliqué, mais j'espère avoir été clair. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour aller voir ou lire le chef-d'œuvre Berserk et vivre une véritable expérience d'émotion. Merci Jules. Et je tiens à préciser que Jules s'est énormément concentré sur l'âge d'or parce que c'est un arc qui est absolument culte dans Berserk, mais que je vous conseille aussi, si vous avez accroché, de lire la suite parce que pour moi la suite est autant, voire même meilleure sur beaucoup d'aspects. Je sais qu'on n'est pas trop d'accord avec ça. Si, je suis totalement d'accord, mais cette chronique, c'était un peu une manière pour attirer les gens finalement dans Berserk. Et l'âge d'or qui est du coup
adapté en animé permet aux gens qui ne lisent pas forcément de manga de commencer par l'animé, d'accrocher et ensuite, moi je lisais pas beaucoup de manga avant Berserk, mais finalement après avoir vu l'animé 97 et de m'être actualisé avec les films, je me suis dit là je suis obligé de savoir la suite. Les saisons 1 et 2 les saisons 1 et 2 qui racontent la suite sont dégueulasses, donc je me suis mis au manga et vraiment c'est mon premier manga. Et vraiment, c'était un délice. Merci Jules, parce que tu donnes vraiment envie de lire Berserk. J'ai lu Berserk, mais j'ai envie de m'y remettre. Et justement, à Tribule, vous avez aussi des tomes de Berserk. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est un manga qui, même après des années de parution, se vend toujours aussi bien. Alors Berserk, c'est un phénomène un peu bizarre parce que c'est un manga qui, pendant quelques années, était plus disponible à la vente. Faut savoir que Kentaro Miura, l'auteur, est quelqu'un d'extrêmement pointueux. Mais quand je dis extrêmement pointueux, c'est quelqu'un qui reprend ses planches, qui les zoome, qui va jusqu'à supprimer intégralement son travail pour repasser dessus, ce qui donne des années. C'est un des premiers auteurs qui d'ailleurs, je crois, s'est mis à dessiner sur des outils numériques, je crois. Alors le tout premier auteur, c'est l'auteur de Gantz, mais effectivement Kentaro Miura l'a suivi aussi par après. Donc après, c'est aussi le fait que les tomes ne soient plus disponibles. Il y a eu tout un phénomène de l'explosion du manga. Du coup, les éditeurs qui sont Glénat pour Berserk ont commencé à le rééditer. Et il y a eu un boom assez affreux, mais qui a été la mort de l'auteur, de Kentaro Miura, qui a aussi redonné un aspect à la série, qui a fait redécouvrir à plein de gens, sachant que c'est une série qui a marqué son temps sur énormément de points et qui a influencé énormément d'auteurs, que ce soit de manga ou de bande dessinée, qui citent, quand on lit leur bibliographie, leur influence, vont forcément citer Berserk là-dedans. Et même pas que dans le monde du manga, dans le jeu vidéo, je pense par exemple aux Dark Souls qui se sont énormément inspirés de Berserk, et même justement par les mêmes producteurs, c'est Elden Ring qui fait très clairement des références évidentes à Berserk. Alors il y a tous les studios effectivement comme From Software, donc comme pour les Dark Souls, on peut retrouver ça même dans le travail de H.R. Giger, donc celui qui a créé l'univers graphique de Alien, qui a fait des références aussi à Miura. On va retrouver ça avec des auteurs comme Tsutomu Niei, le créateur de Blame aussi, qui fait référence. Donc oui, il a vraiment une portée, une dimension internationale dans son œuvre. Vous l'avez compris, donc Berserk c'est vraiment une œuvre culte qui parle à tout le monde. Et maintenant Elijah, qu'est-ce qui nous attend ? Et bien maintenant, une courte pause musicale, mais ne vous inquiétez pas, nous restons dans l'univers de Berserk, puisqu'on va tout de suite écouter Tell Me Why de Pen Pals, l'opening ou le générique de la série de 97. Show you another way. So put your glasses on. Nothing will be wrong. There's no break, there's no pain. It's up to you. The fast what should be finding. Whatever holds you back, I can't get it all. Tell me why, tell me why, tell me what you want. I don't know why, don't know why, don't know why.
Et tout de suite, nous retrouvons Raphaël, Théophile et Erin pour une interview. Donc je disais, sur Tribule et le monde de la BD. Et oui, donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le plaisir d'avoir Raphaël de la librairie Tribule, se situant en 15 rue des Tanneurs à Mulhouse, qui est avec nous. Rebonjour Raphaël. Rebonjour. Alors, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Raphaël, je suis un des co-gérants de la librairie Tribule. Sur moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais si c'est pour présenter très rapidement la librairie, effectivement, on est une librairie donc, qui est spécialisée dans la bande dessinée, donc tout ce qu'englobe la bande dessinée, donc le franco-belge, le comics, le manga. Et en plus, on a cette particularité dans la librairie, nous, de proposer tout un espace également salon de thé. Eh ben, est-ce que tu pourrais nous raconter justement l'histoire de Tribule ? L'histoire de Tribule. Alors, moi, l'histoire de Tribule, au tout début, je n'étais pas là. J'étais bien trop jeune pour ça. Mais il faut savoir que la librairie, au début, elle était située Passage du Théâtre. Elle était située Passage du Théâtre. Et c'était une librairie qui proposait déjà, donc, comme dit, tous ces ports de la bande dessinée. On est resté à cet emplacement pendant près de 10 ans. Puis, il y a 5 ans, maintenant bientôt 6, on a fait le choix de déménager, donc comme dit, rue des Tanneurs, pour pouvoir agrandir et proposer en plus cet espace salon de thé. Comme je le disais, moi, au tout début, je n'étais pas là. La librairie, il faut savoir qu'elle a été créée par David Bress, qui est aujourd'hui à qui je suis associé. Voilà, si tu veux un historique très très rapide. Eh ben merci, c'est super intéressant. Donc c'est vraiment une enseigne qui a quand même une sacrée expérience dans le domaine, je pense qu'on peut le dire. On commence tout doucement, je pense, j'espère. Et justement, tu l'as dit, ces spécificités de la librairie Tribule, c'est que ça se concentre vraiment sur le comics, la bande dessinée et le manga. Ça a aussi un salon de thé. Et justement, en fait, on se rend compte aussi que quand on vient dans votre boutique, il n'y a pas seulement aussi ça, il y a aussi de la vente de produits dérivés. Je pense notamment à des figurines. Et pourquoi est-ce que vous diversifiez autant ? Alors, les produits dérivés, moi, c'est quelque chose qui était déjà là quand j'étais là, mais c'est quelque chose qui a toujours existé et qui fait partie quasi intégrante en fait du marché de la bande dessinée. Les produits dérivés, faut savoir que ça se cantonne pas au manga. Hein. Il y en a également pour le comics, de moins en moins, mais il y en a eu toujours aussi pour le franco-belge. Alors c'est une offre qui a énormément évolué parce qu'au début, tout ce qui était produits dérivés, c'était énormément de produits collector. Avec des petits tirages, des choses numérotées, signées, des choses qui s'adressaient vraiment aux collectionneurs spécifiquement. Puis plus le temps a passé, maintenant il y a une offre qui s'est tellement diversifiée que les pièces, enfin il y a une rareté dans les pièces qui n'est plus la même qu'avant. Et justement, dans ces figurines qu'on retrouve, on retrouve pas beaucoup d'univers, One Piece, Jujutsu Kaisen et d'autres. Mais justement, comment est-ce que vous choisissez le produit que vous allez mettre en vente ? Alors, il faut savoir que pour toutes les figurines qu'on propose à la librairie, c'est que de l'import japonais. C'est que des choses qui sont faites par des fabricants donc, officiels de figurines. Parce qu'il faut savoir que le Japon, c'est un pays sur lequel qui est très carré, qui est très à cheval sur les licences. On déconne absolument pas là-dessus. Il faut des validations par validation par validation. Ces produits, nous, on les travaille via des fournisseurs qui nous font des propositions mensuelles de toute l'offre qui peut arriver en France. À savoir qu'il y a... L'offre n'est pas forcément toujours la même au Japon et en France. Il y a des pièces qui sont réservées au Japon, comme il y a des pièces qui sont réservées au reste du monde. Nous, à partir de là, de cette offre mensuelle, qui est généralement, on travaille quasi 9 à 10 mois à l'avance les produits qui vont arriver, on fait le choix parmi ce qui nous intéresse, qui nous semble le plus à même de marcher, que ça soit une question de licence, mais une question de figurines. Parce qu'on va pas se mentir, des figurines qui sont moches, enfin qui ne présentent absolument aucun intérêt, qui ne sont pas dynamiques ou quoi que ce soit. Et du coup, on sait que potentiellement, pareil, tu parlais d'expérience, ça fait des années qu'on fait ça. On sait ce qui va plus ou moins fonctionner chez nous. Et justement, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, votre clientèle, est-ce qu'elle est vraiment différente d'une librairie plus traditionnelle ? Non. Alors, il faut savoir que, on t'en rigolait un peu au début d'émission, la bande dessinée, pendant très longtemps, et ça l'est malheureusement encore, considérée un peu comme des attardés geeks qui font des petits Mickey. C'est un médium qui a énormément encore de lettres d'art à gagner, si on veut dire, avec le temps. Et effectivement, pendant très longtemps, les gens ils jugeaient qu'un spécialiste BD, c'était un peu le gros geek dans les Simpsons. Et tout le monde, il y avait une sorte de mépris de la littérature vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, la clientèle, elle est tellement diversifiée
C'est le journal de Tintin qui avait ce slogan, la BD c'est de 7 à 77 ans. C'est un slogan qui, maintenant vaut pour de 4 à 100 et plus. Mais surtout, c'est un clientèle qui n'a pas de genre, que ce soit des hommes, des femmes. Il y a vraiment tous les publics aujourd'hui qui s'ouvrent à la bande dessinée parce que c'est un médium qui permet finalement de traiter d'absolument toutes les thématiques possibles et imaginables. D'ailleurs, ça me fait penser quand on était au lycée au début. Moi, je pensais au début du collège, celui qui lisait des mangas, tout ça, c'était un peu le mec pas cool qui avait pas d'amis. Et à la fin du lycée, ça a changé justement ça. On se retrouvait quand on avait vu tel animé, on était classé cool et tout. Donc, on voit quand même que les mangas et animés ont de plus en plus un rôle impactant en quelque sorte dans la société, dans les relations entre les personnes. Et ça crée des amitiés. Complètement. En fait, le manga, pareil, pire que la bande dessinée, c'était complètement. Vous pouvez retrouver des émissions sur l'arrivée du manga en France, comme c'était décrédibilisé, le mangas, qu'on appelait ça, une honte, une perversion un peu de la jeunesse. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que comme le manga, énormément de gens ont grandi avec. Et il y a toute une génération de personnes qui ont été bercées avec le manga, qui deviennent les jeunes actifs, les personnes entre 20, 40, 50 ans, qui ont du pouvoir d'achat et qui vont plutôt aller consommer du manga, être consommateurs de manga, d'animé, alors que le public de bande dessinée de genre, comme tu parlais dans le public, c'est un public qui commence à vieillir, qui commence à avoir 60, 70 ans, qui commence à trouver l'offre d'aujourd'hui qui ne correspond plus à ce qu'il recherche. Et le manga commence à prendre petit à petit la part. Alors, tu parlais de part de marché, du fait qu'il y a 51% de ventes qui sont du manga. Mais je tiens juste à préciser là-dessus que mine de rien, ce sont aussi des ventes en volume et pas des ventes en chiffres. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un manga, c'est aux alentours de 7 € et qu'on sait que le prix moyen d'une BD aujourd'hui, on est autour de 20 €. Donc, de toute manière, il y a aussi, mine de rien, un équilibre qui se fait là-dessus. Oui. Et justement, au niveau de vos ventes, quel est le type d'ouvrage que vous en avez le plus ? Je suppose que c'est le manga plus que la BD traditionnelle et le comics. Alors, dans la librairie, il y a à peu près 27 000 références. La librairie, c'est comme une collection, comme ta collection perso. C'est quelque chose qui est en constante évolution et sur lequel ça ne reste pas fixe année après année. Plus tu évolues, plus il y a des choses que tu vas enlever pour faire rentrer de nouvelles choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le marché de la BD, il y a entre 6 à 8 000 nouvelles publications par an. Ces 6 à 8 000 publications, c'est impossible pour une librairie de les absorber complètement et de pouvoir les faire rentrer dans son stock. Donc plus le temps passe, plus effectivement les collections évoluent. Nous, il y a une logique et effectivement ça se voit dans la librairie. On commence petit à petit, on a agrandi le rayon manga pour ajouter plus de références, parfois au détriment de références comics ou de franco-belges plus classiques. Et j'avais une question, c'est quoi la différence entre les comics et la référence franco-belge ? Est-ce que vous pouvez un peu plus accentuer sur les différentes matière, on va dire, bien sûr. Vous proposez dans votre librairie. En fait, quand on va parler de bande dessinée franco-belge, on va parler de la bande dessinée somme toute classique, celle un peu que tout le monde connaît, le Boulet Bill, le Tintin, la BD franco-belge adulte, qui est généralement des productions européennes. Quand on va parler de comics, on va parler de toute la production finalement anglo-saxonne. Alors ça peut englober tout ce qui est production des maisons d'édition Marvel d'ici, tout ce qui est le super-héros, mais également tout ce qu'on appelle le graphic novels, qui sont des séries qui ont été popularisées énormément aujourd'hui, comme The Boys, Umbrella Academy, toutes ces séries, mais qui sont de création d'auteurs soit anglais, soit américains. D'ailleurs, je vous conseille la série The Boys sur Amazon Prime qui est absolument géniale. Alors, la regardez pas sur Amazon Prime pour pas donner de sous à Amazon, mais voilà. Oui. Mais ça, on y reviendra dans le débat. Et on a aussi, j'avais une question parce que dans votre librairie, il y a une autre spécificité, c'est que vous avez un très large rayon d'ouvrages d'occasion. Et justement, selon vous, en quoi c'est un plus pour votre boutique ? Pourquoi c'est un plus ? Parce que l'occasion, c'est déjà tout un marché. Il y a toute une démarche. Aujourd'hui, on est en train de détruire énormément de choses, de détruire plutôt que de remettre en circulation. Donc nous, il y a quelque chose, déjà une démarche écologique dans cette idée qui est hyper importante. Et puis mine de rien, l'occasion, ça a plusieurs effets. Déjà, ça permet éventuellement à des personnes qui recherchent des titres qui ne sont plus édités de potentiellement remettre la main dessus, mais ça permet aussi également des gens avec des plus faibles budgets d'avoir accès à une culture, à des choses auxquelles ils n'auraient pas accès en temps normal. C'est flagrant quand on entre dans le rayon. D'ailleurs, on voit des fois les séries qui sont justement vendues d'un seul coup, ce qui n'est pas le cas avec le neuf, donc presque en coffret. Ouais, alors après, ça, si on pourrait encore approfondir, mais ça vient vraiment aussi de toute la législation autour du livre, parce qu'en France, on a de la chance, on est le marché du livre est un des marchés les plus encadrés et protégés qui soit, au contraire du reste du monde finalement.
où ça ne se déroule pas du tout de la même manière. Et justement, là-dessus, Erin, tu as une question? Oui, d'ailleurs, je vais rebondir. Vous avez parlé du manga comme une culture. C'est une culture, c'est un art. Comment vous définissez-vous cela? Le manga, en fait, on va le désigner finalement tout simplement comme la bande dessinée japonaise. Si on prend ce que ça veut dire dans son sens principal, manga, ça veut dire dessin inutile. Ça vient à la base d'un auteur qui s'appelle Okuzai, un estampilliste qui faisait énormément d'illustrations. Puis le manga, en fait, finalement, c'est devenu pour dessiner. Aujourd'hui, ça désigne finalement toute la bande dessinée japonaise. D'accord. Ok, merci. Et justement, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, la popularité du manga, ça ne fait qu'augmenter, c'est absolument exponentiel. Et est-ce que ça se ressent, par exemple, les nouvelles adaptations animées qui arrivent, ça se ressent sur vos ventes? Est-ce qu'un manga qui a été adapté en animé récemment, ça se vend mieux? Oui, complètement. Alors en fait, les animés boostent énormément les ventes de mangas. Des fois, un peu à notre... on est un peu déçus parce que des fois, des mangas, des licences qu'on suit depuis le début, qu'on conseille, les gens nous rient au nez un peu quand on leur montre. Mais finalement, le jour où c'est adapté en animé, il y a un effet un peu mouton et tout le monde se dit « Ah ouais, en fait, c'est trop génial ». Mais ouais, le phénomène des animés, alors ça peut être également aussi à double tranchant. Parce que finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui vont se restreindre à acheter les mangas en se disant bah non, de toute façon, je l'ai vu en animé. Pourquoi je m'embêterais à payer pour relire quelque chose que j'ai déjà vu? C'est vrai d'ailleurs, est-ce que personnellement, tu es plutôt adaptation manga ou tu préfères adaptation animée, pardon, ou tu préfères le manga? Moi, je suis 100% manga. Pareil, si je voulais regarder des animés, il me faudrait des journées de 72 heures pour m'y mettre. Alors, j'ai vu quelques trucs par-ci par-là, parce que quand tu as des phénomènes comme Demon Slayer, comme l'Attaque des Titans, voire un peu aussi le rendu, parce qu'il y a aussi des qualités d'animation qui sont importantes à avoir. Mais voilà, j'ai jamais, je pense, regardé une seule saison d'animé entière de ma vie, pour le coup. Ah, je sens des fans qui vont sauter sur leur chaise, mais moi je comprends ce conseil, j'ai quasiment le même état d'esprit là-dessus. Oui, moi aussi je partage tout à fait. Et justement, j'avais une autre question en fait. La BD, la boutique Tribule, elle fait partie du réseau Canal BD. Et qu'est-ce que c'est que ce réseau? Qu'est-ce que c'est le réseau? Alors, pour rentrer dans les dénominations juridiques chiantes, le réseau Canal BD, c'est une coopérative à capital variable. Qu'est-ce qu'on entend là? C'est-à-dire que le réseau Canal BD, c'est un réseau de plus de 130 librairies indépendantes, toutes spécialisées en bande dessinée, qui ont fait le choix de s'unir sous la forme d'un groupement pour pouvoir mener des actions économiques communes, c'est-à-dire avoir un site internet, négocier des meilleures remises auprès des fournisseurs, créer des supports papier, des sachets. Tout ça pour avoir un poids et pour faire face, par exemple, à des entreprises comme la Fnac, comme Cultura, comme Amazon. D'accord, et concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce que ça peut apporter justement, non seulement à vous, mais aussi justement aux consommateurs? Alors, comme dit le réseau Canal BD, alors juste une petite précision que j'ai oubliée, chaque librairie du réseau que tu pourras visiter reste totalement indépendante. Rien ne nous est imposé dans nos choix d'aménagement, des produits qu'on propose. Mais du coup, aussi dans les actions que le réseau Canal BD peut proposer, il y a la création d'actions spécifiques au réseau. C'est-à-dire des fois la création, pour rester dans le milieu du manga, la création de shikishi exclusifs, la création de jaquettes exclusives. Un shikishi qui est, s'il vous plaît? Alors un shikishi, c'est une petite illustration réalisée par l'auteur, l'équivalent finalement d'une dédicace, mais sur un petit papier au format carré. Voilà. Donc c'est tout ce genre d'action que le réseau peut mener et peut permettre du coup au lecteur d'obtenir ces exclusivités en venant dans les librairies du réseau. Ok, alors ce sera vraiment pour conclure. Pour finir, alors, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut retrouver votre boutique sur Internet et si vous pouvez nous rappeler justement les horaires de cette boutique? Bien sûr. Donc nous, on est la librairie, comme dit, Canal BD Tribule. On est au 15 rue des Tanneurs, donc à Mulhouse. On a également un site internet marchand qui est sur canalbd.net/tribule. Voilà, on est également actif sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, un peu sur TikTok. Voilà, mais vous pouvez nous retrouver là-dessus. Merci Raphaël de la librairie Tribule. Et maintenant, au programme, Elijah? Eh bien, vous êtes toujours sur Campus Mag et tout de suite une courte pause musicale. On va écouter le premier générique de l'Attaque des Titans, puisque Valentin va ensuite nous faire une chronique sur ce manga.
Et vous venez d'écouter le premier opening de l'Attaque des Titans. Et pour rester dans le thème, je vous propose à toutes et à tous de mettre vos plus belles vestes du bataillon d'exploration, d'équiper vos équipements tridimensionnels. Et on est avec Valentin qui va nous parler de SNK. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter ma chronique sur l'Attaque des Titans. J'ai intitulé un peu cette chronique « L'œuvre colossale qui s'impose parmi les plus populaires des seinen ». Alors, l'Attaque des Titans est un manga japonais qui commence en 2009. Il est écrit et dessiné par Hajime Isayama, qui est devenu célèbre avant tout grâce à l'Attaque des Titans, que les fans appellent plus communément SNK, donc c'est les initiaux de Shingeki no Kyojin, soit le nom japonais de l'œuvre. C'est rapidement devenu un succès mondial, devenant le 3e manga le plus vendu des années 2010, après Naruto et One Piece. Il sera vendu à plus de 110 millions d'exemplaires. L'Attaque des Titans est tellement adulée par ses fans que la ville natale de l'auteur, Oita, est devenue touristique. SNK a été adapté en animé en juin 2013, et malgré la popularité du manga, dès sa parution, c'est l'animé qui a largement contribué à le faire connaître. Donc, ce 3 mars dernier, est sortie la partie 3 de la saison finale de l'Attaque des Titans. Sa sortie était attendue avec impatience par les fans de l'anime. Le samedi 3 mars, des milliers de fans sont allés visionner le nouvel épisode dès minuit. Moi, j'ai pas réussi, c'était un peu trop tard. Merci Crunchyroll. Il marque la première partie de la fin de l'œuvre. L'Attaque des Titans est un manga plutôt avec un sens tragédique. Le premier épisode, intitulé mystérieusement « À toi qui vis 2000 ans plus tard », nous dévoile 3 enfants nommés Eren, Armin et Mikasa qui vivent dans une cité entourée de murs de 50 mètres de haut pour les protéger des titans mangeurs d'hommes qui vivent à l'extérieur. Cela fait 100 ans que les murs ont été érigés et que les habitants y vivent en paix. Les seuls qui sont autorisés à sortir du mur sont les membres du bataillon d'exploration, un groupe de militaires chargés d'aller à l'extérieur du mur pour en apprendre plus sur les titans. Eren Yeager, qui est le personnage principal, souhaite intégrer le bataillon d'exploration pour voir au-delà du mur. La vie des 3 protagonistes est relativement calme. Toutefois, cela va vite s'avérer plus compliqué lorsqu'un immense titan apparaît et détruit le mur en ouvrant une brèche. Donc dans le district de Shiganshina, et les titans y pénètrent ainsi. Ils font un massacre à cause du manque de préparation des civils et de l'armée, et un des titans qui est entré par la brèche, qu'on appelle le titan souriant par la suite, dévore la mère d'Eren, et celui-ci décide de se venger et d'exterminer tous les titans jusqu'au dernier. L'œuvre va ensuite suivre la quête de vengeance d'Eren, ainsi que le parcours de Mikasa et Armin. L'Attaque des Titans est un manga qui allie autant fantastique que politique, et qui possède de nombreuses références historiques. C'est un seinen, il est destiné à un public jeune masculin qui a entre 15 et 30 ans, toutefois il plaît à tout type de fans. Et voilà, je vous remercie. Merci Valentin pour cette chronique. Et justement Raphaël, bien, je crois que vous avez aussi la SNK à Tribule. Ah oui, ouais, bien sûr. Je peux raconter la fin aussi s'il faut. Mais je Non, pense que- merci. Je crois qu'il y a des gens qui vont sauter sur leur chaise justement s'ils entendent la fin. Mais là, on va avoir un petit débat sur les adaptations de manga et aussi de comics justement au cinéma. Et nous avons le plaisir d'avoir dans la salle justement Erin, Valentin, l'autre Valentin, Jules, Elijah et toujours Raphaël. Et donc, je propose d'ouvrir les hostilités avec justement les films L'Attaque des Titans, puisque nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais il y a eu des adaptations filmées au cinéma avec des vrais acteurs de L'Attaque des Titans, alors que le manga est encore en parution. Donc, je ne sais pas ici s'il y en a qui sont au courant déjà. Alors moi personnellement je connais un peu, mais j'en ai pas entendu bon vent. Ils ont même fait une espèce de comédie musicale, je crois, là-dessus. Absolument pas. Mais je préfère Ah pas non, connaître, c'est je pense. Ah ouais Oui, oui, il paraît que c'est très très mauvais. En effet, alors déjà, la moitié des personnages sont changés. L'histoire également, puisque ça se situe maintenant dans un monde pseudo-moderne, utopique, enfin non, dystopique, pardon, où on retrouve des jeeps, des lance-roquettes, hein, donc plus d'équipements tridimensionnels. C'est la guerre comme en Irak. Mais donc, vu que- L'Irak avec des monsieur tout nus de 2,50 m qui te courent après quand même, c'est un peu différent Oui. sur ce point-là. Mais bon, vu que je crois que je suis le seul à avoir entendu parler de ça, on va peut-être passer. Non, moi j'y connais un peu, mais c'est vraiment que les critiques quoi. Dans ce cas, on va peut-être passer à autre chose pour que nos amis se sentent pas laissés pour compte.
Moi, j'avais une question qui pourra peut-être plus parler que ce film obscur. Justement, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des films du MCU ici? Plus ou moins. Le MCU, Le Marvel Cinematic Universe, donc c'est l'univers où se passent les films Marvel. Et justement, moi j'avais une question sur vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est souvent des films qui ont été très décriés. Et donc, quels sont vos avis là-dessus? Ouais, vas-y. Bah, personnellement, le MCU, je l'ai vu, moi, j'avais regardé petit à petit, un peu comme tout le monde, on a découvert les films au fur et à mesure, et puis on s'est rendu compte que c'était un univers qui était finalement construit, où tous les films étaient raccordés. Et bon, pas tous les films sont incroyables, mais quand même, je pense que ce qu'a fait Marvel, c'est un peu inédit dans l'histoire du cinéma. C'est les premiers à avoir créé un univers aussi étendu, avec des films tous qu'on peut regarder chacun de leur côté, mais qui aboutissent au final à un film qui réunit tous les protagonistes, et ça c'est un peu inédit. Donc même si tous les films ne sont pas parfaits, ce qu'ils ont fait, ça reste quand même incroyable. Et puis le final, le dénouement final avec Infinity War et Endgame, ça reste un chef-d'œuvre. Et justement, Raphaël, sur ces films, est-ce que vous, à la librairie, vous ressentez un regain d'intérêt pour les comics quand ils sortent? Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux comics? Absolument pas. Alors moi, pour rejoindre ton avis, je suis assez d'accord qu'en termes de cinéma, c'est assez fort d'avoir réussi à lier tous ces univers et avoir gardé une cohérence. Après, moi, je trouve qu'il y a le gros problème de Disney derrière, qui est quand même à édulcorer énormément de choses, à balancer beaucoup d'argent pour des effets spéciaux plutôt que pour des scénarios. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le public du MCU n'est pas du tout un public lecteur de comics, bien au contraire. Généralement, nous, quand à Librairie, quelqu'un nous dit « Ah, je suis fan de comics », on dit « Ok, t'as lu quoi ? Rien, je regarde juste les films. » Et il y a toute une différence qui est à faire, parce que le comics, à la base, comme il a été édulcoré aussi par le MCU, on a fait quelque chose de très accessible même à la jeunesse, alors que finalement, quand on reprend pas mal de super-héros, généralement, on part dans des récits très sombres, beaucoup plus complexes. Après, il faut savoir que l'univers du comics, c'est un univers qui est tellement riche, qui a tellement de ramifications, c'est aussi très dur de savoir par où commencer. Donc ça décourage aussi un peu les gens à se lancer dans la lecture. Mais il faut savoir que les films de super-héros n'impactent en rien les ventes de comics. Ce qui va avoir un impact, par contre, c'est toutes les adaptations. On en parle avant des graphic novels, donc des Umbrella Academy, des The Boys, des Lock and Key, des Sweet Tooth, tous ces films qui sont en fait finalement pas de la création originale, mais de la reprise de comics déjà existants. Ouais, après, pour revenir un petit peu au cinéma Marvel, tout ça, je sais pas si c'est vraiment comparable, mais personnellement, je trouve que les adaptations de DC sont peut-être mieux faites. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu Joker, que personnellement j'ai trouvé vraiment incroyable, ou les Superman, Batman vs Superman à l'époque, qui personnellement, après voilà, c'est un avis personnel, que je trouve sont vraiment, c'est du cinéma où ça va plus loin. Là, on parlait de scénario avant. Je trouve que là, il y a peut-être un peu plus d'investissement qui est fait justement dans les scénarios. Alors, je te rejoindrais carrément en disant que Joker est un chef-d'œuvre et que Joaquin Phoenix a mérité tout son Oscar dessus, mais en disant que c'est pas un film de super-héros et qu'en fait, ils ont pris un personnage populaire, mais qu'ils ont poussé ça. En fait, c'est un film sur la folie et sur la descente aux enfers d'un homme à qui rien n'a souri. C'est vraiment un drame social. Et oui, d'autant que même si c'est pas en plus un film de super-héros, et qui est un super film, c'est pas un film connecté comme Marvel l'a fait. C'est-à-dire qu'il y aura une suite, mais c'est pas un film qui fait partie du DCU. C'est-à-dire que les films du DCU, je trouve qu'en comparaison au MCU, ils sont un peu ratés. Les personnages, on n'y est pas du tout attaché. Les effets spéciaux, il y en a certains qui sont même très mauvais. Alors que c'est dommage parce que le DCU a un potentiel qui est énorme. Et qui pourrait toucher un public un peu plus... Critique pas Ben Affleck en Batman, on va pas être copains Ben sinon. Qui a un très bon Batman. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui ont aimé Superman vs Batman et qui je trouve qu'il a été un peu critiqué, un peu trop critiqué par rapport à ce qu'il est vraiment. Mais en tout cas, non, le Joker, qui est un bon film, fait pas partie du DCU. Donc tout de suite, t'as moins de contraintes quand tu fais un film comme ça que quand tu fais un film pour le DCU, qui sont d'ailleurs très mauvais par rapport au MCU. Après, le DCU, il faut savoir que maintenant, ils sont allés sur échec, que ce soit la Justice League, Batman vs Superman, que je trouvais pas très bon non plus, Wonder Woman, on n'en parle pas, quoi. Enfin bref, on peut tous les citer, hein. Mais il faut savoir que depuis, je crois il y a 2 ans, c'est James Gunn, qui était le réalisateur notamment des Gardiens de la Galaxie pour l'univers Marvel, a repris la main sur le DCU, parce qu'il a il a même réalisé un Suicide Squad, bien mieux que le premier, et aujourd'hui c'est devenu le coordinateur de l'univers DC, qui va avoir la main sur tous les prochains films à venir pour essayer d'y remettre justement une certaine cohérence. Ils ont fait un reboot du coup ?
Ils ont remis à zéro l'univers ou pas? Ils vont le faire. Ils vont le faire, ouais. Mais du coup, comment il s'appelle du coup celui que tu m'as dit qui James Gunn. c'est lui qui a fait, c'est pas lui qui a fait Les Gardiens de la Galaxie. C'est lui qui a fait les D'accord. Gardiens de la Par Galaxie. exemple, j'avais vu un Justice League qui durait 4 heures de. Ça, Non, ça, c'est- c'est Zack ça, c'est Snyder. la Snyder Zack Cut. Snyder, voilà. Et lui, par exemple, il continue pas le nouvel univers. Non, pas Voilà. du tout. Alors Lui, que on son lui film a. était super bon. Alors, Lui, on lui a redonné le film parce qu'au début, il était premier réalisateur, il s'est barré pour divers personnel, soucis, et après, il était un peu deg de voir ce que le film a donné. Du coup, on dit, ok, bon, on va te le redonner, refais un peu ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'il y a eu la Snyder Cut, donc ce long film de 4 4 heures. de Qui est 4 très heures, bon, comme tu d'ailleurs, dis. Alors, moi, j'ai pas trop aimé, peut-être avis un peu impopulaire. Il était meilleur que le premier Justice League, mais je trouve qu'il y a quand même un gros souci au niveau de l'organisation. On voit qu'ils essayent de rattraper Marvel au cinéma, et je pense qu'il ferait mieux de prendre un peu leur temps et de vraiment réfléchir à comment ils veulent mettre en scène sur plusieurs années. Bah, le problème de Justice League, quand c'est arrivé, c'est qu'il y avait déjà quasiment 10 ans de MCU où on a pu présenter tous les protagonistes avant de les mettre dans une équipe d'Avengers. Justice League, c'est arrivé, on avait eu un Batman, un Superman, et il fallait présenter encore tous les persos avec. Ça, traité en 2h30, c'était juste pas possible à moins de passer 15 minutes par personnage. Ce qui a pas raté finalement, c'est que les personnages avaient aucune profondeur, et pour quelqu'un qui ne connaissait pas, c'était pas pour lui l'occasion de découvrir et de s'attacher à eux. Alors, moi, je fais partie des gens qui sont très tristes du départ de Snyder et qui auraient aimé que ce soit Zack Snyder qui gère l'univers, parce que je suis absolument fan de son travail sur le The Man of Steel, Batman vs Superman, et j'ai pas eu encore l'occasion de voir la Snyder Cut parce que 4 heures ça fait quand même beaucoup. Mais moi je trouve James Gunn, je sais pas si c'était le mieux choisi pour reprendre l'univers d'ici au vu de son travail chez Marvel, qui je trouvais excellent, mais qui ne collerait peut-être pas au ton d'ici. Bon, après ça reste à voir, hein. Après, je sais pas si tu as vu le film Suicide Squad ou même les premiers films de James Gunn. Mais James Gunn, même sous ses côtés grand déconneur, énorme truc, enfin le film complètement barré, c'est quelqu'un qui s'est donné énormément aussi de noirceur à ses personnages. Je vous conseille tous de voir Horribilis, qui a été un de ses premiers films, film d'horreur très sombre. Et en fait, on se dit que ce mec peut quand même être capable de taper assez large dans ses personnages, hein. C'est lui qui a fait Horribilis. Après moi justement, juste ce que j'aimais bien avec Snyder, c'était vraiment tout le côté très, très, très christique de ses personnages qui collait très bien avec l'univers d'ici. Enfin bref, je vous remercie pour ce débat, je vous remercie pour cette émission. On remercie encore une fois Raphaël de la librairie Tribule, 15 rue des Tanneurs à Mulhouse. Allez-y, c'est absolument génial. Je remercie Jules pour son excellente chronique sur Berserk. Merci. Valentin pour sa chronique sur SNK qui donne envie. Je Théophile pour sa chronique sur Kingdom. Ah, merci. Je remercie le bel Elijah. Et merci à vous pour l'animation. Je remercie tout le monde à la technique, Arnaud, le roi du son. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Campus Mag. Merci à tous.